Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on embarque pour un voyage exceptionnel sur les traces d'un héros dont le nom résonne depuis près de 3000 ans. Un homme qui a bravé les dieux, affronté des créatures de cauchemar et qui, par-dessus tout, n'a jamais renoncé à rentrer chez lui. Cet homme, c'est Ulysse. Son histoire, l'Odyssée, est l'un des plus grands récits d'aventure jamais écrits. Mais au-delà du mythe, que nous raconte-t-elle vraiment? Est-ce que ce poème épique contient des indices sur un monde oublié, celui de la Grèce de l'âge du bronze? Comment la fiction et l'histoire s'y mélangent-elles? Préparez-vous à naviguer entre les îles enchantées et les découvertes archéologiques. Dans cette vidéo, nous allons décrypter l'Odyssée pour comprendre comment elle reflète, tel un miroir, le monde antique des Mycéniens. Alors, hissez les voiles, l'aventure ne fait que commencer. Ulysse est aujourd'hui le symbole universel de l'intelligence et de la persévérance. Mais il n'est pas le premier héros à utiliser son esprit plutôt que ses muscles. Partout dans le monde, bien avant lui, les mythologies célébraient déjà ces personnages rusés. Pensez à Anansi, l'araignée malicieuse des contes d'Afrique de l'Ouest, ou encore à Loki, le dieu métamorphe de la mythologie nordique. Ces figures ont un point commun. Leur véritable force réside dans leur astuce. C'est dans cette lignée de héros que s'inscrit Ulysse. On le rencontre pour la première fois dans l'Iliade, un autre poème épique attribué à Homère. Il y combat aux côtés des Grecs pendant la fameuse guerre de Troie, et c'est déjà un stratège hors pair. Mais c'est dans l'Odyssée, composée autour du 8e siècle avant notre ère, qu'il prend toute son ampleur. Le poème nous raconte son long et périlleux voyage de retour vers son île, Ithaque. Un voyage qui va durer 10 ans, après 10 ans de guerre. C'est cette épopée qui a fait de lui une légende immortelle. L'Odyssée est une œuvre de fiction, pleine de monstres, de magie et d'interventions divines. Pourtant, le décor dans lequel Ulysse évolue est étonnamment concret. Le poème se déroule plusieurs siècles avant sa rédaction, durant l'âge du bronze, entre 1600 et 1200 avant Jésus-Christ. C'est l'apogée de la civilisation mycénienne. Imaginez des royaumes puissants, dirigés depuis d'immenses palais fortifiés. Ces palais n'étaient pas seulement des résidences, mais de véritables centres administratifs et économiques. On y gérait des élevages massifs de moutons, de porcs, de bétail, et on organisait un commerce florissant à travers toute la Méditerranée. C'était une société riche, complexe et très organisée. Les spécialistes pensent que l'Odyssée a conservé la mémoire de cette époque, transmise oralement de génération en génération par des Aèdes, ces poètes chanteurs de la Grèce antique. À travers les aventures d'Ulysse, c'est donc une fenêtre fascinante sur ce monde mycénien qui s'ouvre à nous. Un monde disparu, mais dont les échos résonnent encore dans les vers d'Homère. L'histoire ne commence pas avec Ulysse, mais à Ithaque, son royaume. 20 ans se sont écoulés depuis son départ pour la guerre de Troie. Sa femme, la reine Pénélope, et son fils, Télémaque, l'attendent toujours. Mais ils ne sont pas seuls. Le palais est envahi par une centaine de prétendants, des nobles arrogants qui veulent épouser Pénélope pour s'emparer du trône. En attendant qu'elle se décide, ils festoient et pillant les richesses du royaume. Face à cette pression, Pénélope doit rivaliser d'ingéniosité. Elle promet de choisir un époux dès qu'elle aura fini de tisser un linceul pour son beau-père, Laërte. Mais c'est une ruse. Chaque jour, elle tisse sa toile devant tout le monde, et chaque nuit, en secret, elle défait tout son travail. Pendant ce temps, son fils Télémaque, devenu un jeune homme, est rongé par l'incertitude. Sur les conseils de la déesse Athéna, qui veille sur la famille, il décide de partir à la recherche de son père, ou du moins, de nouvelles de son destin. Ce voyage initiatique va le transformer et préparer le terrain pour le retour du roi. Pendant ce temps, où est Ulysse? Le héros est prisonnier sur une île paradisiaque nommée Ogygie. Il est retenu par la nymphe Calypso, follement amoureuse de lui. Elle lui a promis l'immortalité s'il reste avec elle. Mais Ulysse refuse. Pendant 7 longues années, il passe ses journées sur le rivage, à regarder la mer, le cœur brisé par la nostalgie de sa patrie, Ithaque. Finalement, les dieux sur l'Olympe décident que son calvaire a assez duré. Le dieu Hermès est envoyé pour ordonner à la déesse Calypso de libérer Ulysse. À contre-cœur, elle obéit. Ulysse construit alors un radeau et reprend enfin la mer. Mais son répit est de courte durée. Poséidon,
le dieu de la mer, qui lui voue une haine féroce, déchaîne une tempête terrible. Après avoir lutté pour sa vie, Ulysse s'échoue, seul et épuisé, sur les rives du royaume des Phéaciens. C'est là, accueilli par le roi Alcinous et sa cour, qu'Ulysse va raconter son incroyable périple. Et c'est un des passages les plus célèbres de toute la littérature. Il commence son récit par son affrontement avec le cyclope Polyphème. Ulysse et ses hommes, piégés dans la caverne du géant, le saoulent avec du vin avant de lui crever son œil unique avec un pieu incandescent. Pour s'échapper, il s'accroche sous le ventre des moutons du troupeau de Polyphème. Mais au moment de fuir en bateau, Ulysse, dans un élan d'orgueil, crie son vrai nom au cyclope. Grosse erreur. Polyphème, fou de rage, prie son père, Poséidon, de maudire Ulysse et de rendre son retour impossible. À partir de là, les épreuves s'enchaînent. Il y a les Lestrygons, des géants cannibales qui détruisent presque toute sa flotte. Puis Circé, la magicienne qui transforme ses compagnons en porcs. Ulysse parvient à la déjouer et reste 1 an auprès d'elle. Elle lui indique ensuite le chemin vers les enfers, où il doit consulter l'ombre du devin Tirésias. Là, il revoit sa mère et ses compagnons morts au combat. Viennent ensuite les sirènes, dont le chant envoûtant pousse les marins à se fracasser sur les rochers. Ulysse, attaché au mât de son navire, est le seul à entendre leur chant et à y survivre. Enfin, il doit naviguer entre Charybde, un tourbillon monstrueux, et Scylla, un monstre à 6 têtes qui dévore 6 de ses marins. Au fil de ces épreuves, Ulysse perd tous ses hommes. Il est le seul survivant, seul face à son destin, mais toujours animé par une volonté de faire. Revoir Ithaque. Émus et impressionnés par son récit, les Phéaciens décident d'aider Ulysse. Ils lui offrent un navire et des richesses et le ramènent chez lui pendant son sommeil. Quand il se réveille, il est enfin sur une plage d'Ithaque. 20 ans après, il embrasse la terre de sa patrie. Mais il ne peut pas se présenter au grand jour. Les prétendants le tueraient sur le champ. La déesse Athéna le déguise alors en vieux mendiant pour qu'il puisse observer la situation au palais sans être reconnu. Personne ne le reconnaît, à une exception près. Son vieux chien, Argos, abandonné et mourant sur un tas de fumier, remue la queue en voyant son maître. Après avoir accompli cette dernière tâche, il meurt. Ulysse révèle ensuite sa véritable identité à son fils Télémaque. Ensemble, père et fils préparent leur vengeance. C'est alors que Pénélope, inspirée par les dieux, annonce une ultime épreuve pour les prétendants. Elle épousera celui qui parviendra à bander l'arc d'Ulysse et à tirer une flèche à travers le trou de 12 haches alignées. Les prétendants essaient tour à tour, mais aucun n'a la force de tendre l'arc. Le mendiant, sous les moqueries, demande alors à essayer. Sans effort, il bande l'arc et réussit l'épreuve. À cet instant, il se débarrasse de ses haillons et révèle qui il est. C'est un massacre. Avec l'aide de Télémaque et de 2 serviteurs fidèles, Ulysse extermine tous les prétendants. L'ordre est enfin rétabli à Ithaque. Pénélope et Ulysse, enfin réunis, peuvent retrouver la paix. La grande question demeure. Ulysse a-t-il vraiment existé ? La plupart des historiens s'accordent à dire que non, il est un personnage de fiction. Mais son royaume, Ithaque, pourrait bien avoir une base réelle. Si l'île moderne d'Ithaque ne correspond pas tout à fait à la description d'Homère, de nombreux chercheurs pensent que le royaume d'Ulysse se situait en réalité sur la péninsule de Paliki, qui fait aujourd'hui partie de l'île de Céphalonie. Au-delà de la géographie, ce sont les détails culturels et linguistiques dans l'Odyssée qui renforcent l'idée d'un héritage mycénien. Par exemple, Homère utilise 2 mots différents pour dire « roi ». Il y a « anax », un titre très ancien, typique de l'époque mycénienne, qui désignait le souverain suprême. Et il y a « basileus », un terme plus tardif qui désignait plutôt un chef local. Cette coexistence de mots suggère qu'Homère a fusionné des traditions orales de différentes époques. L'économie décrite dans le poème est aussi très révélatrice. L'élevage y est un pilier fondamental. Dans l'Odyssée, 3 personnages clés sont définis par leurs fonctions. Eumée le porcher, Mélantios le chevrier et Philésios le bouvier. Ils sont les gardiens de la richesse du roi. On voit même Laërte, le vieux père d'Ulysse, travailler la terre dans son domaine. Cela correspond parfaitement à ce que l'on sait de l'économie mycénienne, où les palais contrôlaient d'immenses troupeaux et des domaines agricoles. Les tablettes en argile retrouvées à Pylos
décrivent exactement ce type d'organisation. Le palais d'Ithaque est rempli de serviteurs. La plus importante est sans doute Euryclée, la nourrice d'Ulysse, qui joue un rôle central dans l'histoire. Le poème mentionne aussi que certains de ses serviteurs sont des esclaves, achetés ou capturés. Là encore, c'est une réalité bien documentée dans les archives mycéniennes. Cependant, il y a des différences notables. Les palais mycéniens, que les archéologues ont mis au jour, étaient de véritables centres de production artisanale. On y fabriquait des poteries, des armes, des bijoux en grande quantité. Cette intense activité économique n'apparaît pas vraiment dans l'Odyssée. Le palais d'Ulysse ressemble plus à une grande ferme aristocratique qu'à une usine. C'est un signe clair que le poème n'est pas un documentaire. C'est une œuvre littéraire, où la mémoire historique et l'imagination du poète se mélangent. Enfin, les poèmes d'Homère évoquent une grande alliance de rois grecs pour attaquer la ville de Troie. Est-ce que cela a un fondement historique ? Il est intéressant de noter que des archives hittites et égyptiennes de l'époque parlent d'un royaume puissant à l'ouest, nommé Ahiyawa ou Tanaja. Beaucoup d'historiens pensent que ces noms désignent la Grèce mycénienne. Une fois de plus, le mythe et l'histoire semblent se faire écho. Si l'Odyssée continue de nous fasciner après presque 3000 ans, c'est parce qu'elle parle de thèmes universels. Le désir de rentrer chez soi, la fidélité, l'intelligence face à l'adversité, la perte et la persévérance. C'est une histoire profondément humaine, déguisée en conte merveilleux. Mais au-delà du mythe, c'est aussi une incroyable capsule temporelle. Un écho lointain de la Grèce mycénienne, de ses rois, de ses palais, de ses traditions. L'histoire d'Ulysse a traversé près de 28 siècles, et à chaque génération, elle continue de nous accompagner, comme une odyssée intérieure, une quête vers ce que nous considérons comme notre propre Ithaque. Merci d'avoir embarqué avec nous dans cette traversée du temps. N'oublie pas de liker la vidéo si elle t'a plu, pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures mystérieuses. Cela m'aide énormément et m'encourage à créer encore plus de contenu. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle exploration du monde antique sur ta chaîne. Histoire et mystères incroyables.